Bonjour tout le monde. Donc on va enchaîner et prendre la suite. Merci Alice pour la présentation, c'était super intéressant. Peut-être pour se présenter d'abord, donc moi je suis Eliabel Seiss, je travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg et je suis chef de projet en santé environnementale, une seule santé ou cadre de vie sain et durable, on peut l'appeler comme on veut. Je laisse peut-être David se présenter rapidement et après je vous fais une mini intro de ce qu'on va vous raconter, enfin juste en 2 mots. Donc, bonjour à tous et merci Olivier pour l'organisation de ces journées et merci de nous inviter, de nous donner la parole sur ces sujets passionnants. On va essayer de rendre le plus passionnant possible, c'est pas toujours évident de parler des choses qui nous angoissent un peu tous les jours de manière un peu voilà. Donc moi c'est David Eschbach, je suis géographe et actuellement je travaille à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Mon job, c'est de restaurer les milieux alluviaux et je travaille notamment pour les 3 réserves naturelles nationales qu'on a la chance de gérer à la ville de Strasbourg. Voilà, donc on est venu, vous expliquer un petit peu pourquoi, on avait proposé ce sujet donc One Health, eau et pollution. Donc normalement maintenant vous êtes experts et expertes sur le One Health grâce à Alice. Donc on va pas forcément revenir sur, le contexte de cette approche, mais on veut vraiment essayer de vous plonger dans le sujet en prenant des exemples sur les questions de pollution et d'eau. David ici est expert du sujet, donc il a plein d'informations à vous apporter et on essaiera de vous montrer vraiment cette notion d'interaction, pourquoi on parle de système, pourquoi on dit que tout est lié et comment ça s'applique à nos réserves naturelles à Strasbourg. Donc ça, c'est un peu l'idée du programme. On a essayé de penser ça de manière interactive. On espère que vous serez prêts à dialoguer aussi avec nous et qu'on puisse en parler au lieu de voilà, vous apporter des infos très descendantes. Et on a voulu commencer avec un peu une mise en situation. Donc, l'idée, c'est de vous poser des questions, de vous faire réagir et de voir où ça nous mène. Je sais pas, ouais, donc voilà. La première, c'était, on voulait vous demander, selon vous, où est-ce qu'on est? Dans une décharge? D'autres idées? Bon, allez-y en... Oui. On n'aurait pas dû poser le contexte, en fait. Mais oui, c'est bien ça, malheureusement. Ça fait partie des choses qu'on retrouve en réserve naturelle à Strasbourg. Alors, les réserves naturelles, je vais pas trop vous en parler aujourd'hui parce qu'on aura l'occasion la semaine prochaine d'aller sur le terrain, où là, on sera en immersion. Donc là, ce sera l'occasion, chers étudiants, de rentrer dans le vif du sujet. Mais du coup, je voulais quand même vous donner un peu de contexte sur cette image. On est en réserve naturelle périurbaine, c'est-à-dire qu'on est sur une particularité, ici en France, c'est qu'on gère 3 réserves naturelles aux portes d'une grande ville qui est Strasbourg. Et du coup, dans les réserves, on parle pas que de biodiversité, on va pas suivre, les oiseaux tous les jours, on gère aussi ces choses-là. Donc voilà, des dépôts sauvages, mais on voulait vous mettre cette belle image parce qu'on a en lien avec l'eau au plein milieu. Voilà, donc ça c'est, clairement des impacts de pollution visibles, et facilement identifiables, mais on va en aborder plein d'autres aujourd'hui. Et ce qu'on trouvait intéressant de démarrer par là, c'est que parfois, quand on pense pollution, la notion de déchet, ce type d'image, c'est ce qui peut venir assez facilement en tête, en tout cas pour nous. L'idée, c'est d'aller voir sur les différents niveaux, du plus visible au moins visible et à l'invisible. Donc là, notre question, c'est qu'est-ce que vous voyez? Elle est pas si invisible que ça, mais sur un petit écran un peu plus. Donc oui, effectivement, une fourchette plastique, la question de la pollution plastique dans les milieux naturels et aussi des microplastiques, elle est très importante et on voit que, on a la présence de microplastiques qui ont été détectés dans 100 des cours d'eau, qui ont été, investigués. Donc c'est quand même un vrai sujet, d'importance. David vous en reparlera tout à l'heure sur des projets qu'on mène aussi à Strasbourg sur le sujet. Mais, on voit que certains éléments de pollution sont sont un peu moins visibles, mais que finalement, on les retrouve partout. Ensuite, tu voulais compléter, Oui, vous voyez, on est toujours en relation, au milieu, ça va être le propos, hein, ce matin de notre intervention. Et là, ce qu'on aime bien, c'est, là, on voit bien la trace de l'homme dans le paysage. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est vous amener tranquillement vers les milieux en eau. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le vecteur de communication, en fait, qui est l'eau.
qui permet de supporter la navigation, qui permet de supporter aussi la biodiversité, qui permet de gérer des flux entre l'amont et l'aval, d'apporter des bonnes choses pour les milieux. Je pense aux sédiments qui sont très fertiles, mais qui aussi acheminent tout ce qui peut flotter, tous les objets flottants. Et ce qui est intéressant, et ça on en reparlera après dans des exemples plus concrets, c'est que ces gestions de déchets flottants, eh ben, ils viennent toujours du voisin d'en haut, et ils vont toujours, et ceux qu'on génère nous, ils vont toujours chez le voisin d'en bas. Et en fait, c'est toujours la faute de personne, et en même temps, c'est un sujet de société qu'on doit traiter aujourd'hui, demain, ensemble. Et c'est bien qu'on ait ce sujet à discuter dans le cadre du One Health. Il y a 2 autres applications, mais finalement l'idée reste un peu la même. Donc ça, c'est que des photos, qui ont été prises. Alors je sais pas si c'est dans les réserves de Strasbourg ou dans une réserve? C'est dans les réserves de Strasbourg et en particulier celles qui sont le plus proches du Rhin ici. Donc de mémoire, ça va être celle du Rhône-Chollen. Et sur celle-ci, on se demandait qu'est-ce que vous voyez, parce qu'alors là, on a un beau phénomène. Vas-y, Sandrine. Et oui, celui-ci, on l'aime bien, parce que du coup, vous voyez quoi? C'est du polystyrène, mais il a une forme très particulière. Faire des petits cailloux. C'est, en fait, il a été remobilisé, remodelé par le cours d'eau. Donc on dit qu'il est émoussé, mais comme le cours d'eau le fait sur les galets. Je sais pas si si vous baladez dans les montagnes, vous voyez que les roches, elles sont plutôt anguleuses. C'est normal, elles n'ont pas eu le temps de se balader dans le cours d'eau, elles n'ont pas eu le temps d'être polies. Et quand vous arrivez au bord d'une rivière, généralement, vous trouvez des galets. Donc, bien sûr, ils étaient anguleux au départ. Ils ont été transportés, ils ont été abrasés dans le cours d'eau. Ça peut prendre des siècles, ce phénomène-là. Et on les retrouve polis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même forme. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir de très loin. Mais on sait que ça a été transporté par du fluvial, par un cours d'eau. Et donc ça, c'est assez intéressant. On a un phénomène qui est exactement le même. Et puis bon, c'est redéposé au hasard un petit peu partout, que ce soit dans les annexes des cours d'eau ou directement ici en réserve. Et donc ça, c'est aussi une pollution qui vient du voisin d'en haut. Donc là, on vous a posé un peu le contexte, en réserve. Ça vous met un peu dans l'ambiance. On a voulu élargir un petit peu le sujet sur la question de la pollution, donc on a quelques autres, images sur le sujet. Donc bon, celle-là, assez facile. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que les pesticides? Ouais. Donc ouais, la question des pesticides, effectivement. Donc c'est une photo, qui a été prise a priori en Alsace. En tout cas, c'est un journal alsacien. Donc ouais, effectivement, on retrouve, à l'heure actuelle des pesticides dans 90 des eaux, qui sont analysées, hem, dans les cours d'eau qui sont surveillés, pardon. Je ne suis pas experte des cours d'eau. Donc que ce soit des herbicides, des insecticides, des fongicides également et qui vont avoir un impact du coup, sur, la ressource en eau, sur les eaux de surface, mais également les eaux souterraines et on peut retrouver, des métabolites de pesticides également dans la nappe phréatique. Donc c'est un sujet, qui lie, les activités humaines, donc clairement l'agriculture, l'alimentation qui est un sujet central et la diffusion des pollutions dans les milieux. Un tout petit peu plus difficile à la rigueur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en dites? La pollution chimique, la pollution médicamenteuse. Donc effectivement, on retrouve également des résidus de médicaments dans les eaux usées. Quand on consomme des médicaments, à domicile, bah, c'est forcément, rejeté derrière, dans les systèmes, et dans les eaux usées qui arrivent dans les stations d'épuration, qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de filtrer toutes les molécules, qui sont parfois à des doses très, très faibles. Et du coup, c'est des phénomènes, qu'on retrouve derrière potentiellement dans les milieux et dans les eaux et qui peuvent entraîner des phénomènes qu'on a pu constater de féminisation de poissons mâles, par exemple. Ça, c'est des choses dont on a la question des perturbateurs endocriniens, effectivement, merci Sandrine. Et en écho à ce que Alice disait tout à l'heure, des phénomènes également d'antibiorésistance qui sont de plus en plus marqués et qui, selon l'OMS, pourraient devenir en 2050 la première cause de mortalité avant les cancers, avant les maladies chroniques. Parce que à force d'être exposé via des toutes petites quantités et via notre environnement du quotidien même indirectement à des antibiotiques, bah, ça, nous rend résistants à certains antibiotiques. Ça rend
des bactéries résistantes. Oui, il y a une question. Alors, donc la question pour la régie, c'est est-ce que les chiffres qu'on annonce sont propres aux réserves de Strasbourg? Alors non, c'est des chiffres qui sont plutôt nationaux ou locaux. Je peux peut-être laisser David compléter sur la question de la réserve si tu as des informations, mais c'est pas propre aux réserves de Strasbourg, c'est plus général. Oui, effectivement. Ouais, l'idée, c'est de vous emmener dans le contexte très global vers ensuite des exemples plus précis. Et je vais vous parler, dans la deuxième partie, de pollution historique et actuelle qu'on retrouve là en réserve, par contre. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Un chien dans l'eau, ouais, ok, c'est vrai. Il a l'air super content. Mais à votre avis, pourquoi on vous montre cette image? À part pour vous remettre un petit peu dans du positif après les colliers anti-puces. Oui, les produits pour traiter les animaux qui se retrouvent dans l'eau. Ouais, il y avait encore, c'était la même chose? Alors oui, les contaminations, les risques de contamination pour les animaux quand ils sont dans de l'eau peut-être de mauvaise qualité, c'est effectivement aussi un bon apport. J'ai pas d'informations précises là-dessus. Je sais pas si quelqu'un d'autre en a. L'idée qu'on voulait véhiculer ici, c'était plutôt la question effectivement des traitements pour les animaux, notamment des traitements anti-puces. Il y a des articles qui sont sortis l'année dernière pour alerter sur le fait que ces traitements-là, ils peuvent avoir un impact aussi sur la faune aquatique, par exemple, et qu'en fait, quand un chien est traité avec un antipuce et va jouer dans l'eau avec plaisir, bah, c'est des molécules qui peuvent directement être retrouvées dans l'eau, et ça peut avoir un impact aussi en cascade sur la diffusion dans les différents milieux. Et c'est des sujets auxquels on ne pense pas forcément, et des sources de pollution qu'on n'imagine pas forcément quand on se promène avec son chien dans la nature, dans la forêt, etc. Mais la question de l'impact inverse est aussi très intéressante, surtout quand on parle de One Health. Donc, merci. Et alors, pour compléter, comme l'OFB est là et nous surveille, et qu'avant, Alice a parlé des gardes de l'environnement, la police de l'environnement, donc sachez que comme on a 3 réserves naturelles nationales à Strasbourg, on a 2 agents de police par réserve. Donc on a théoriquement, quand on n'a pas de souci RH, on a 6 agents qui font respecter la réglementation en réserve. Alors la réglementation, elle est pas, c'est pas une lubie qui est décidée par la ville de Strasbourg, mais comme on est en réserve naturelle nationale, on rend des comptes directement à l'État. Et l'État impose une réglementation spécifique à ces milieux naturels protégés et qu'on sait sensibles. Et une des règles, c'est de tenir son chien en laisse, ce qui n'est pas le cas là sur l'image. Mais typiquement, c'est le type de cas que rencontrent nos agents police de l'environnement au jour le jour, essayer de faire en sorte que les chiens soient tenus en laisse pour éviter d'ailleurs ces liens entre contamination, contact eau, animal, et aussi pour éviter qu'ils dérangent la faune sauvage en sortant des sentiers. Très bien, merci. Et donc l'avant-dernière, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi on vous montre cette image? Là, c'est un peu plus dur, hein. Ok, donc les écoquartiers qui valorisent plutôt la nature de proximité autour des immeubles et moins la voiture. Effectivement, ça, c'est plutôt favorable à la santé. Oui, effectivement, de pas couper forcément l'herbe et de laisser la biodiversité, c'est également intéressant. Il y avait une autre main levée, je crois, là-bas. Ouais, les espèces sur les balcons qui peuvent aller perturber les autres espèces autour des immeubles. Bon, c'est plein d'idées intéressantes. Personne n'a trouvé, mais Sandrine, est-ce que ça te démange? Pas une seule mousse sur la façade. Comment ils ont fait pour avoir une si belle façade sans moisissures qui se développent, sans champignons, sans traces qu'on peut voir parfois sur les façades? En fait, c'est parce que les revêtements de la plupart des bâtiments, ils contiennent de ce qu'on appelle des biocides. Donc ça peut être des anti-mousses, des anti-algues, des fongicides, donc anti-champignons, ce qui va permettre d'avoir des belles façades qui résistent au temps et qui vont pas voir se développer des moisissures. C'est dans un souci plutôt esthétique. Je pense qu'on a toutes déjà vu, toutes et tous, des façades un peu dégradées. On se dit, ah, bah, ça, c'est quand même pas très bien entretenu. Le problème, c'est qu'en fait, ces revêtements qui contiennent ces substances biocides, quand il pleut, ils sont lessivés par la pluie. Et c'est des substances qui peuvent se retrouver à s'infiltrer dans les milieux par ruissellement de l'eau de pluie et par infiltration. Et c'est des sujets qui sont traités par des équipes de chercheurs de l'université et de l'ANGES pour voir comment on peut trouver des alternatives aux biocides qui sont les revêtements de façade dans les peintures et qui peuvent contaminer les milieux alors même qu'on n'aurait pas imaginé que ce soit une source de pollution. Tu avais un complément, Mathieu, ou une question?
Ah, donc la question la récupération des eaux également et que ce soit là dans les gouttières ou enfin, en lien avec les toits plats, c'est des eaux qui vont pas dans la nature mais directement en station d'épuration. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet aussi qu'on traite aujourd'hui. Donc là, de dire, bah, est-ce que demain, on fait en sorte que sur les nouveaux bâtiments, on ait des infiltrations qui se fassent directement au pied des immeubles, dans les milieux naturels, ou alors, comme ça se fait le long des fossés, le long des rues actuellement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Mais la question, c'est aussi, ben, quand on est dans un milieu aussi connecté que celui de Strasbourg, entre les eaux de surface et la nappe phréatique, est-ce qu'on ne risque pas aussi d'injecter plus de polluants dans la nappe via ces processus d'infiltration? Donc je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est sûr qu'il faut être attentif, il faut avoir à l'esprit toute la, toute la logique qu'il y a derrière. Et c'est là que ça devient intéressant de réfléchir les choses comme des systèmes complexes où tout est en interaction et où chaque action de l'homme peut avoir en impact direct ou indirect sur les milieux. Donc là, c'était un peu, c'était la plus dure. Question piège. Et là, alors, c'est notre dernière photo. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi on vous montre ça? Donc ce qui est dit effectivement, c'est que c'est des images du Rhin effectivement qui sont à des moments différents et qui suppriment la biodiversité. Avec des moments d'aménagement différents qui suppriment la biodiversité. Il y avait d'autres idées? C'est vrai que ça semble être ça. Et au-delà de ça, esthétiquement, c'est sympa, vous trouvez pas ces vieilles cartes? Enfin, moi, je les aime bien, hein. Donc oui, effectivement, ce qu'on a apporté ici comme image jusqu'à maintenant, c'est des pollutions directes, c'est des impacts directs de l'homme sur son milieu à travers les premières images qu'on vous a montrées. Là, des déchets déposés directement dans la nature ou des pesticides qui sont épandus sur les champs. On voulait ici illustrer le propos aussi en vous présentant les impacts indirects et à long terme qu'il peut y avoir sur les milieux. Et ce qui est intéressant, c'est que nos sociétés se sont construites en lien au milieu très, très, très fin. Et aujourd'hui, on ne se rend plus forcément compte. On a un paysage autour de nous, on a un environnement. On le verra ensemble quand on ira dans les réserves. On ne se rend plus forcément compte de comment les choses étaient avant. Donc quand on essaye de reconstruire cette histoire un peu fine entre l'homme et son environnement, bah, le mieux c'est d'aller fouiller un peu dans les archives. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est là où on trouve le plus d'infos. Alors il y a les archives documentaires, les textes, qui nous apprennent plein de choses sur comment on fonctionnait avec un cours d'eau par exemple. Il y a les archives cartographiques, donc c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, parce elles sont superbes dans ce secteur-là, on en reparlera, mais surtout elles sont riches d'informations sur le niveau de fonctionnement ou surtout de dysfonctionnement du fleuve qui a été imposé par l'humain. Et puis il y a d'autres archives, on en reparlera aussi un peu après, c'est les archives sédimentaires. En fait, quand on commence à fouiller un peu dans le sol, eh ben, on a toute l'histoire de la relation entre l'homme et les milieux qui est enregistrée. Et donc, sous nos pieds, on a l'histoire de nos ancêtres et on a aussi l'histoire du fonctionnement de ces milieux-là. Et c'est d'autant plus vrai, alors on a tous en tête les carottes qu'on va faire dans les glaciers, où là, on peut aller à des profondeurs complètement dingues et suivre toutes les éruptions volcaniques de la planète. C'est le même esprit, mais on n'est pas à cette échelle-là. Là, c'est relativement vrai parce qu'on est sur un fleuve, on est sur un grand fleuve d'Europe. Le Rhin, ça fait partie des grands fleuves d'Europe. Et en fait, il a façonné son paysage au cours du temps. Et en utilisant ces quelques cartes, on arrive à reconstruire son histoire et son lien avec l'homme. Alors, à votre avis, pourquoi dans, c'est dans pourquoi on a cette chance ici, dans ce coin de la France, d'avoir des cartes aussi anciennes. Attends, je vous ai pas donné les dates en même temps. D'avoir des cartes aussi anciennes et d'une grande précision qui nous permettent de les étudier assez finement dans la relation au milieu dont je voulais vous parler. Là, on a une carte de 1828, début 19e, et elle est hyper précise. Et la limite rouge que je vous ai rajoutée sur la carte, c'est l'île du Rorschollen. Pour ceux qui connaissent, c'est une des réserves les plus proches du Rhin qui est au sud de Strasbourg.
Donc là, vous avez une idée de comment était Strasbourg, enfin le sud de Strasbourg, on est à peu près à 8 kilomètres de la cathédrale, là. Alors à votre avis, pourquoi on a des cartes aussi précises dans ce secteur-là? Militaire, oui, effectivement. Bon, c'est effectivement le plus gros, sujet, hein. On a vraiment une ambition, géopolitique, là, de lever des cartes précises. C'est un peu le bordel avec les voisins. Il faudrait à un moment donné qu'on fixe, une frontière nette entre 2 pays. La frontière, elle est sur le Talweg. Le Talweg, c'est le point le plus bas du fleuve. Elle est là. Le Talweg, il est là. Vous voyez ce trait noir? Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crue, bah, le Talweg bouge. Donc, à chaque fois qu'il y a une crue, il y a des terres qui étaient en Allemagne qui se retrouvent en France, qui étaient en France qui se retrouvent en Allemagne. Enfin, c'est le bordel. Et comme on est sur un fleuve très actif, à chaque crue, il y a des changements. Donc, il faut absolument fixer une frontière. Mais c'est pas que le seul problème. C'est pas tout ce qui explique qu'on a des cartes aussi précises. À votre avis, il y a un gros fleuve, il y a des crues, c'est quoi le principal problème? Les inondations, voilà, merci. Donc là, ça déborde dans tous les sens et des parties de Strasbourg se retrouvent sous l'eau. Pour ceux qui connaissent la ville, pour ceux qui connaissent le Neudorf, pour ceux qui connaissent l'orphelinat du Neudorf, il faut avoir en tête qu'il y a des crues très importantes qui arrivaient à lécher les pieds de l'orphelinat. Donc quand on était en crue, le Neuhof, enfin la bourgade du Neuhof était totalement sous l'eau et on avait des crues qui touchaient Neudorf. Donc c'est le quartier quand même à 10 minutes de marche d'ici. Donc c'est quand même important, c'est vrai que ça crée des contraintes. Et puis il y a d'autres, problématiques. Quand on veut développer économiquement ici, le pays, mais pas que le pays, aussi peut-être les voisins, quand on veut développer ici un peu le cœur de l'Europe, qu'est-ce qui est contraignant quand on a ce type de fleuve? La navigation, ouais, je l'ai entendu, c'est effectivement ça le gros sujet aussi, c'est qu'on n'arrive pas bien à naviguer sur ce fleuve. À chaque fois que les niveaux sont bas, on a des gros bancs de gravier qu'on voit là, on appelle ça des hauts fonds, et les bateaux se coincent dedans et c'est le bordel. Et on n'arrive pas bien à faire transiter des marchandises sur ce fleuve. Du coup, on vient lever ici, dans ce secteur-là, les cartes les plus précises de l'époque. On emmène les plus grands géographes, les plus grands topographes pour venir lever des cartes hyper précises pour tous ces objectifs. Et en fait, l'objectif principal ici, c'est de pouvoir créer un projet énorme, un gros projet de correction du Rhin. Alors, vous l'aviez dit avant, c'est une des premières phases d'aménagement du fleuve qui a pour objectif de venir mettre le Rhin dans un seul chenal. Bah, c'est sûr que si on n'a qu'un seul chenal, c'est vachement plus facile à gérer. On a une frontière bien claire, on a un chenal de navigation et on peut aussi gérer des gros soucis sanitaires. J'ai oublié de le dire celui-ci, mais quand on a cette configuration-là, quand on a des crues systématiques, eh ben, on a la prolifération de moustiques et du paludisme dans ce secteur-là. Et du coup, on règle aussi ce souci. Ouais. Donc ce que vous avez ici en, en rosâtre, c'est le projet d'un ingénieur allemand qui s'appelle Gottfried von Tula et qui va corriger tout le fleuve. On voit ici, on est en 1838, regardez, en 1872, la configuration, elle est totalement différente. Ce que fait Gottfried von Tula, là, c'est qu'il élève des digues de part et d'autre de ce chenal qui souhaite unique, mais il laisse la possibilité au fleuve de pouvoir déborder de part et d'autre. Et du coup, il utilise le fonctionnement du fleuve pour venir aménager ce secteur-là. Il construit des digues dites de hautes eaux ici pour limiter le risque d'inondation. Mais ça a son importance, ce que je raconte là. Le fleuve peut toujours déborder et on voit qu'il dépose masse de sédiments et du coup, on gagne pas mal de terrain. Si on regarde ici, on voit qu'on a encore des zones en eau et en 1872, il n'y a plus rien. Oui, mais le projet, dans son intégralité, se poursuit, peu importe les dissonances politiques entre les deux pays. Ça aussi, c'est assez fascinant sur ce fleuve. Et puis, on a de la chance qu'il y a quelques guerres qui passent par là. Et du coup, on a plus que des cartes topographiques plutôt précises. Et ben, on a des photographies aériennes qui viennent un peu nous aider dans la reconstruction de cette géohistoire et de cette relation entre l'homme et le milieu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, de nouveau, hein, en rouge, c'est les limites de la réserve actuelle. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on voit notamment là-haut? Vous voyez ici des espèces
de grosses ouvertures qui se font et on voit ici qu'il y a des défrichements qui sont quand même assez importants. En fait, on est en train de reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale et pour reconstruire la France, on a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de repenser, enfin, on repense en fait tout le fonctionnement du pays et on cherche aussi à créer de l'hydroélectricité. Ici, on peut le faire parce que suite au traité de Versailles, toute l'eau, elle passe du côté français. Et donc toute l'eau, elle est exploitable par les Français au détriment des Allemands. Du coup, on se dit, on va construire un chapelet de centrales hydroélectriques le long du fleuve. Et, et c'est la situation qu'on hérite aujourd'hui. Si on regarde entre 1949 et aujourd'hui, ben on voit qu'on a des gros changements, notamment dans ce secteur-là. C'est un canal qu'on appelle le Grand Canal d'Alsace, GCA, et qui vient prendre toute l'eau du fleuve, l'acheminer vers la centrale hydroélectrique de Strasbourg et permettre de la production hydroélectrique. Alors ça permet aussi de plus du tout avoir de soucis au niveau de la navigation. Toute la navigation passe par là. On met 2 grosses écluses ici, une centrale hydroélectrique, et puis c'est réglé. Voilà, je voulais juste vous illustrer un petit peu ce chantier-là. Alors, pourquoi je voulais insister sur ce point? Parce qu'au fait, vous êtes ici sur une première mondiale. Quand je parle des différentes phases de travaux, il y a toujours eu une ambition de faire les choses un petit peu en pionnier dans ce secteur-là. Donc déjà, les travaux de correction de Gottfried von Tüler sont hyper innovants. Et les travaux de canalisation qu'on voit ici, c'est des travaux pharaoniques. Vous vous rendez compte quand même qu'on se dit, bon, bah, le fleuve, il ne me plaît pas du tout comme il est. On va le recanaliser, on va le mettre dans des gouttières en béton. Là, vous avez clairement des gouttières en béton dans lesquelles on va mettre de l'eau, on va installer une centrale hydroélectrique et on y fait passer tout le flux d'eau. Tu peux mettre la prochaine. Et alors, celle-ci, je l'aime bien. Donc là, c'est la centrale de... Je sais plus, je crois de Kems, enfin peu importe. On est dans le sud de l'Alsace. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez du coup les 2 fleuves. On a ici l'ancien lit du fleuve. Hop. Est-ce qu'on voit la flèche là? Voilà. Vous avez ici l'ancien lit du fleuve qu'on appelle le Vieux Rhin, qui a été corrigé par Tula au début du 19e. Et puis le canal qui a été construit artificiellement pour la production hydroélectrique. Là, j'ai pas besoin de faire de grands discours. On voit clairement l'impact de l'homme, la trace de l'homme sur le fonctionnement de ces milieux-là. Alors la question, c'est est-ce que le fond du Grand Canal d'Alsace est perméable ou imperméable? Et la réponse, c'est que le canal, la partie canalisée, est imperméable. Donc c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on voyait avant. Voilà, c'est ça. Donc c'est du béton. Donc c'est imperméable. Alors c'est pas totalement étanche, mais il n'y a pas de connexion avec la nappe phréatique. Ce qui d'ailleurs pose un gros souci quand on construit le bief de Strasbourg, on déconnecte du coup le fleuve de la nappe phréatique. Ce qui a tendance à faire baisser la nappe. Et on commence à s'inquiéter quand on se dit, tiens, les piliers de la cathédrale sont en bois, s'ils sont hors d'eau, ça risque de déstabiliser l'édifice. Et là, on réagit en construisant ce qu'on appelle des barrages agricoles. C'est des barrages qui ont l'objectif de maintenir dans le Vieux Rhin un niveau d'eau assez important pour que l'eau ait le temps de percoler dans la nappe. Donc ce que je te dis là, c'est qu'effectivement, sur le Grand Canal d'Alsace, qui est dans la partie sud de l'Alsace, on a du béton au fond. Par contre, quand les aménagements dits en feston, c'est ce qu'on a un peu dans le nord de l'Alsace, bah, les parties entre les festons, on a le lit naturel du fleuve. Il s'écoule quand même sur le lit naturel. Donc c'est voilà, ils ont appris un peu de leurs erreurs, comme on a construit du sud vers le nord. On a fait les choses un petit peu différentes dans la partie nord. Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous avez compris que au gré de cette histoire, on a eu des changements dans les milieux qui sont majeurs. On retrouve ici l'île du Rorschollen, comme on la connaît aujourd'hui, la centrale hydroélectrique, le port autonome de Strasbourg, qui a du coup pu s'étendre sur des terrains gagnés sur le fleuve.
comme on sécurise le risque d'inondation, on peut y construire ce qu'on veut, hein. On construit même des centrales nucléaires dans le sud. C'est pratique de l'avoir à côté du cours d'eau. Et puis vous voyez du coup le début du jardin des Deux Rives, là, pour vous situer, et une partie de Neuhoff et le Neudorf, là-haut. Ce qui s'est passé dans les différentes phases d'aménagement, c'est que ce que je vous disais avant, c'est que pendant la correction, il y avait quand même des crues qui étaient possibles et une forte sédimentation. Ça, c'était voulu par l'ingénieur pour faire en sorte que les milieux comment dire? Pour que les milieux se sédimentent de manière importante et soient des milieux gagnés sur le fleuve. Donc, l'ingéniosité de Gottfried von Tüla, c'est qu'il utilise vraiment la force du fleuve pour travailler avec lui à la correction du fleuve. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va fouiller, je vous disais que là, on a un peu analysé les archives cartographiques et les textes, mais quand on va fouiller un peu dans les sols, on retrouve aussi toute cette histoire. On retrouve par exemple cette limite-là. Là, je l'ai à 80 sur cette première fosse qui est dans le sud de la réserve, et là à 110. Cette limite, au fait, qui correspond au moment où le fleuve a arrêté de fonctionner normalement. On a ici les premières phases d'aménagement qui sont encore bien marquées dans le paysage. Et puis, on a par-dessus toute la sédimentation forcée lors des aménagements de Tula. Et ce qui est intéressant, quand on fait des analyses, c'est qu'on se rend compte également qu'on a des caractéristiques sédimentaires différentes et on a aussi des polluants qui sont intégrés là-dedans. Alors, en quoi c'est intéressant? Les caractéristiques sédimentaires, alors ça fait vibrer le cœur des hygromorphologues. Hein, nous, on s'en fout un peu, mais ça veut dire des choses, quoi. Ça veut dire que quand on a des particules fines qui sont déposées, mais il n'y avait pas beaucoup d'énergie dans le cours d'eau. Par contre, quand il y a des grosses particules, on sait que le cours d'eau, il a besoin de beaucoup d'énergie pour porter ces particules-là et les décider et les déposer ici. Donc ça, c'est intéressant pour un hydromorphologue. Par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre sujet, c'est la pollution. Et là, ce qui nous intéresse particulièrement, notamment dans le cadre de mon travail, qui vise à reconnecter le fleuve à ses milieux connexes pour des enjeux de biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est que si je le fais, je ne dois pas le faire n'importe comment, parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des particules polluantes qui sont stockées dans ces sédiments anciens. On a ici, je vous ai juste mis les 4 principaux métaux lourds qui sont présents dans ce milieu. Et bien sûr que si moi je veux remettre de l'eau, il faut que j'évite au maximum de les mobiliser. Vous savez ce que c'est la problématique des métaux lourds? Vous en avez peut-être jamais entendu parler. En gros, c'est des polluants qui se stockent dans les milieux et qui surtout peuvent s'accumuler. Par exemple, on utilise parfois encore beaucoup de cuivre dans les vignes pour lutter contre un parasite. Et on s'est rendu compte que dans les talus qui sont en bas du vignoble, on a une quantité de cuivre énorme parce qu'au fait, quand le grand-père en rajoutait dans les vignes, ça faisait que s'accumuler, s'additionner. C'est-à-dire que c'est pas, ils partent plus, au fait, ces particules-là. Et en plus d'être stockés, du fait qu'ils puissent s'accumuler, ils peuvent aussi migrer. Je vous ai dit que le fleuve Rhin est fortement connecté à la nappe phréatique. On est ici sur la plus grande nappe phréatique d'Europe et elle a des vitesses de propagation qui sont quand même assez élevées. Par exemple, en une journée, l'eau qu'on ne voit pas, mais l'eau qui coule dans le sous-sol, parcourt 3 mètres. Ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même pas mal. Ça veut aussi dire que quand il y a de la pollution dans cette nappe, la pollution migre de 3 mètres par jour. Et donc, quand on a une pollution à Mulhouse, par exemple, c'est le cas lié à l'exploitation du bassin potassique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'était il y a quelques décennies, on sortait de la potasse dans le sud de l'Alsace, on a fait des gros terrils des résidus, et par lessivage, on a une pollution au chlorure de sodium qui s'est faite dans la nappe. Et aujourd'hui, ce nuage de pollution est aux portes de Sélestat, où je crois que ça a dépassé Sélestat récemment. Du coup, c'est de la pollution qui reste, mais surtout qui migre avec la nappe. Alors, pour être plus dans l'actualité, je devrais vous parler des PFAS. Vous avez sûrement lu l'actualité des PFAS au droit de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, liés à des exercices des pompiers. Là, actuellement,
ils savent que la dynamique de contamination et de propagation risque d'être la même. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est quel est l'effet cocktail, le cocktail qu'on risque d'avoir en lien avec la contamination historique du chlorure de sodium et les PFAS qu'on retrouve maintenant dans le sud. Alors là, il y a aussi pas mal de choses à l'explorer. Le premier volet, c'était de vous expliquer que, en lien avec cette histoire qu'on a entre l'homme et le milieu, mais cette histoire très ancienne, même là, on a commencé au 19e siècle, eh ben, on a un héritage, nous, aujourd'hui, de ces pollutions anciennes dans nos milieux. Et peu importe ce qu'on fait aujourd'hui comme action, ben, il faut qu'on les considère. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et ça, c'est toute la subtilité de mon job. J'avoue que quand j'ai signé pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, je savais, on m'a dit, tu vas restaurer les réserves. Je me suis dit, trop cool. Je ne savais pas qu'au fait, j'allais surtout gérer de la pollution. Et franchement, c'est quand même le gros de mon travail. Mais il y a également toutes les pollutions actuelles. Et ça, c'est les pollutions que vous connaissez quasiment tous. On est ici, on est parti dans le nord. Donc là, vous avez une petite carte qui met en évidence 3 patchs verts, là et là. C'est les 3 réserves naturelles de Strasbourg. Je vous en parlerai un petit peu plus sur le terrain, plus en détail. Le Rochcholon est là, c'est l'exemple que je vous ai donné sur les pollutions historiques. Et là, maintenant, on monte à la Robertsau, donc tout au nord de l'Eurométropole. Et à la Robertsau, on a une particularité, c'est qu'on a l'île, que vous connaissez tous, hein, l'île qui traverse le cœur de Strasbourg, autour de la grande île. Et l'île ici, elle a un bras ancien qui traverse la réserve naturelle de la Robertsau et qui rejoignait historiquement le Rhin. Maintenant, comme il est canalisé, elle rejoint, ce cours d'eau rejoint le Rhin beaucoup plus à l'aval. Alors, comme on est en réserve naturelle, eh ben, nous, on ne fait pas grand-chose quand on est en réserve. On essaye de faire le minimum, mais de laisser le maximum d'habitat pour la biodiversité. Alors, typiquement, quand il y a un arbre qui tombe dans le cours d'eau, parce qu'il y a un coup de vent, hein, ben nous, on le laisse, parce que côté chat, on a des fainéants, et surtout parce qu'on sait que ça va bénéficier à la biodiversité. Et quand un arbre tombe dans un cours d'eau, on appelle ça un embâcle. Donc c'est cool, ça permet aux petites bestioles de traverser, ça fait un pont naturel, mais aussi ça crée une interface entre le bout de bois et l'eau qui est hyper riche en biodiversité. Et du coup, ça, on essaye de le conserver. Si vous rajoutez dans cette histoire des débris anthropiques flottants, donc en gros du plastique, dans le cours d'eau, qu'est-ce qui se passe quand il y a des embâcles? Et les plastiques, ça reste bloqué, effectivement, à l'amont des embâcles, donc juste derrière les embâcles. Alors d'une part, c'est embêtant parce que ça devient visible, et comme ça se voit, même depuis la route, on a beaucoup de citoyens qui nous appellent et qui disent « c'est pas cool, qu'est-ce que vous faites à la ville, pourquoi il y a tous ces déchets ?» D'autre part, ça peut être en bénéfice parce qu'on se dit tous les embâcles, enfin tous les déchets s'accumulent au même endroit. Du coup, c'est cool, pour les enlever, c'est plus facile. Et récemment, avec une équipe de l'Université de Strasbourg, on s'est dit ça vaudrait le coup d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, parce que ce qu'on a envie de faire quand on est gestionnaire de ces milieux, c'est qu'on a simplement envie d'enlever les embâcles pour laisser passer les déchets. En gros, ce que je vous dis là, c'est ce qui se fait à peu près partout sur toutes les rivières en Europe. On enlève, on laisse passer le flux d'eau, les déchets vont avec, et puis ça va chez le voisin d'en bas. On s'en fout, au fait. Ça va chez les Allemands, ça va en Hollande. Mais on peut aussi se dire, on essaye de comprendre le phénomène dans nos milieux et on essaye de le traiter aussi, si on peut. Et du coup, c'est un petit peu le sujet on essaye de traiter le sujet de cette manière-là, de cette manière-là. Donc là, on est en relation avec une équipe de recherche et au fait, on se rend compte que la situation, elle est bien plus grave que ce qu'on imagine. C'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a des embâcles, donc des bouts de bois à travers le cours d'eau, on a du flux qui passe comme ça, les déchets flottants se stabilisent ici. Mais quand on regarde plus en détail, on se rend compte qu'en fait, avec le courant, les déchets qu'on voit se dégradent tranquillement, mais se dégradent encore plus vite qu'en temps normal. Donc c'est-à-dire que, juste pour résumer, pour que vous ayez bien tout en tête, on a, nous, un objectif de gestion en termes de biodiversité, donc on laisse les embâcles. On a un objectif qui est biodiversité. Mais en laissant les embâcles, les plastiques, les débris anthropiques flottants
se coince derrière et se dégrade d'autant plus vite quand on a des embâcles. Donc ils passent en microdéchets, en microparticules et en nanoparticules qui ont tendance à soit être exportés par le flux d'eau, soit carrément s'intégrer dans les sédiments du cours d'eau. Et c'est toute l'analyse qu'on est en train de lancer. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que je vous résume à l'oral. Mais on s'est rendu compte dans ce fond sédimentaire du cours d'eau, on arrive à dater précisément l'émergence du plastique dans notre société. C'est-à-dire qu'on arrive à voir qu'il y a un moment, c'est pas contaminé et on a une limite stricte et c'est contaminé. Donc pour l'instant, ça, c'est les premiers résultats qu'on a. Les deuxièmes résultats, ils sont aussi très inquiétants parce qu'en fait, on se rend compte. On s'amuse à suivre avec des caméras tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Puis il y a des petits suivis de traceurs qui font en drone, bref. On arrive du coup à avoir une idée du stockage dans ce cours d'eau. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui rentrent et qu'il y en a très peu qui sortent. Donc, au fait, notre réserve est en train de devenir une poubelle géante de l'Eurométropole. Donc ça, c'est encore un exemple de déchets, de pollution actuelle et avec toute la question on en a tous conscience, au fait, que des déchets peuvent se retrouver dans un cours d'eau. On les balance pas, enfin j'espère que vous les balancez pas dans le cours d'eau, mais en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il suffit d'un événement pluvieux, quelques coups de vent, les papiers qui traînaient par terre ou qui étaient en poubelle ou sortis par des corneilles se retrouvent dans le cours d'eau et finalement, ça se retrouve dans notre réserve. Et la grosse question qu'on se pose avec les collègues de l'Eurométropole, c'est comment arriver à gérer ce phénomène-là, qui est un phénomène qui n'est pas que inhérent à la production de déchets de l'Eurométropole. On est ici effectivement à l'aval de l'Eurométropole, mais l'île, elle a d'abord traversé plein de villes dans toute la plaine d'Alsace et acheminé plein de déchets que nous, on va retrouver en réserve. Je voulais encore vous illustrer Une question, il n'y a pas possibilité de faire des embâcles artificiels juste pour récupérer les... Alors, c'est possible, mais c'est toujours pareil, quoi. Ça a un coût, il faut réfléchir à la gestion. On se pose aussi la question de est-ce qu'on n'a pas déjà des embâcles artificiels qui existent sur le linéaire du cours d'eau, qui s'appellent des ouvrages hydrauliques qui permettent de réguler les niveaux d'eau? Est-ce qu'il n'y aurait pas une action à mener là? Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on essaie de traiter avec les collègues de l'Eurométropole. Mais oui, effectivement, faut qu'on y réfléchisse. Alors voilà, dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui, sans rentrer trop dans le détail. J'avais un magnifique schéma théorique à vous présenter. Je me suis dit que ça allait être trop barbant, surtout à 40 minutes d'intervention. Du coup, je voulais juste vous montrer comment on s'amuse avec des drones dans les réserves naturelles pour analyser, pour avoir un diagnostic de l'état de santé de nos milieux. Donc, on revient sur la petite histoire de Gottfried von Tüla. Je dis qu'en gros, en suivant les cartes anciennes et en reconstruisant cette histoire, j'arrive en gros aujourd'hui à savoir comment le milieu dysfonctionne lié aux aménagements qu'on lui a fait subir. Bon, bah ça c'est très bien. Ce qu'on a comme dysfonctionnement majeur dans ces milieux, c'est un fort colmatage. Colmatage, ça veut dire je vous la fais simple, on a du chewing-gum au fond des cours d'eau, lié aux aménagements de Tüla. Et comme il y a du chewing-gum, il y a très peu d'échanges entre la nappe phréatique et le cours d'eau, et vice-versa. S'il y a peu d'échanges, ça veut dire qu'il y a peu de rafraîchissement du cours d'eau, en été par exemple, il y a peu de refuge pour les bestioles. Ça veut aussi dire que les interactions systématiques entre le milieu, l'eau et le sous-sol ne se font plus très bien. Et ça peut être intéressant en termes de capacité d'auto-épuration. C'est la capacité qu'a un milieu naturel, quand il fonctionne bien, à nettoyer l'eau gratos. Donc ça peut être intéressant de le suivre. Et donc on s'est dit, finalement, les échanges nappe-rivière, c'est qu'un seul élément, mais ça nous permet d'avoir une image de l'état de santé de nos réserves. Pour le suivre, c'est très simple, on utilise un drone, on utilise Pierrick aussi, un super stagiaire de master de géographie, qui nous a fait un petit plugin, et un petit plugin QGIS, donc c'est ce qui nous permet de traiter les images. Et on fait un petit survol avec une caméra thermique. Et la caméra thermique, elle va nous dire, ça c'est de l'eau. Là, vous voyez, tout ce qui est noir, c'est de l'eau. Et les petits patchs ici, c'est des endroits où l'eau a une température différente. Donc, concrètement, en hiver,
l'eau qui circule est froide, mais l'eau qui vient de la nappe a eu le temps de se réchauffer. Et quand elle rentre dans le cours d'eau, elle fait un patch comme ça. Et ça, c'est génial pour les espèces qui aiment pas trop la différence de température, c'est très bien. Et puis moi, en tant que géographe et hydromorphologue, je sais que du coup, on a des zones moins colmatées dans ce secteur-là. On a des échanges plus importants. On a peut-être une meilleure qualité de l'eau dans cet endroit-là. Donc c'était juste pour illustrer mon propos. Je voulais juste focaliser sur cet élément. J'en utilise bien d'autres, des indicateurs de qualité des milieux, mais celui-ci me semble être le plus pertinent et le plus facile à mettre en œuvre. Alors pour finir mon histoire, je voulais juste vous faire un petit récapitulatif et après, je vous jure, j'arrête, je redonne la parole à Eliabel. Je vous ai mis ici un cours d'eau théorique. Cours d'eau théorique, c'est ici ce qu'on appelle en li mineur, plus largement en li majeur, là où ça peut déborder, les échanges avec la nappe phréatique, dont je viens vous parler, et puis dans un milieu qui fonctionne bien, il y a des petites annexes hydrauliques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de suivre les processus qui caractérisent l'état de santé de mon environnement. Et le processus que je vais suivre, c'est quelle est la dynamique hydrologique d'amont en aval. Parce que s'il y a de la dynamique hydrologique, il y a de la diversité, ça devient intéressant. S'il y a de la diversité, il peut y avoir des échanges nappes rivières améliorés, on vient d'en parler. Il peut y avoir aussi des connexions latérales. La connexion latérale, elle va permettre de maintenir certaines espèces. Et puis, il y a une variable aussi qui m'intéresse, c'est que toute cette dynamique, toute cette diversité-là, elle doit se faire dans une certaine temporalité et de nouveau avec un rythme spécifique. En fait, ce que je recherche, moi, c'est de la diversité des milieux qui pourra accueillir toute la diversité des espèces. Donc, en fait, je suis avant tout un créateur de diversité plus qu'autre chose. Une fois que ces processus fonctionnent bien, eh ben, on va avoir des résultats, des mares, des ripiciles, c'est toute la végétation qui est le long des cours d'eau, des berges qui, elles, vont être aussi très diversifiées, parfois grignotées, parfois pas, des anciens bras morts, des prairies humides, et tout ça, c'est le résultat de l'ensemble des processus quand ils sont fonctionnels. Et enfin, tout ça rend des services qui sont gratuits et qui sont bénéfiques à l'homme. Donc, si on a un environnement, si on a un milieu qui fonctionne bien, eh ben, il bénéficie à l'humain et surtout, ça permet de réduire nettement les coûts. Avant de finir, je voulais vous poser une question, mais je voulais 2 réponses. Selon vous, dans les réserves naturelles de Strasbourg, ou plus généralement, le long des cours d'eau, quand ils sont fonctionnels, quels sont les 2 services écosystémiques qui peuvent être renforcés, qui peuvent être rendus par la nature à l'homme? Il y en a un, j'en ai pas mal parlé, hein. On fait du drone, ouais. Voilà, donc l'amélioration des connexions entre la nappe phréatique et la rivière, pour faire simple, qui permet d'auto-épurer l'eau. Donc ça, c'est, en gros, si on a un milieu fonctionnel, derrière, on a de l'eau propre. Et le deuxième, celui-ci un peu plus subtil, mais pensez aux étés chauds qu'on vit à Strasbourg, si vous avez vécu une petite canicule strasbourgeoise. Il est subtil celui-là, parce que le Rhin, il réagit à la fonte des neiges dans les Alpes. La fonte des neiges, c'est au printemps ou au début de l'été. C'est là où il y a le plus d'eau. C'est là où potentiellement, moi, je peux m'amuser avec de l'eau et en mettre dans les réserves. Si je mets beaucoup d'eau dans les réserves et qu'il fait très chaud à Strasbourg, la question est, est-ce que ça baisse la température de la ville de Strasbourg? On parle de potentiel géoclimatique. Pour l'instant, ce que je vous raconte, c'est pas du tout prouvé scientifiquement, mais ce serait un axe de recherche qui pourrait être très intéressant de suivre aussi pour voir si effectivement on a des effets si on remet de l'eau dans les réserves sur la ville et l'Eurométropole. Voilà. Et donc, on voulait faire le lien avec tous ces éléments. Merci David, c'était passionnant. Même de l'entendre une seconde fois, on apprend toujours des nouvelles choses. Donc, moi, je suis modestement là juste pour reboucler la boucle avec la question de la santé humaine, après tout ce qu'on vient de se dire. Donc, on est reparti. Donc, David reparlait des services que ça peut rendre, qu'on peut retrouver avec la restauration des
des fonctionnalités alluviales. Donc, on est reparti de la petite diapositive de Alice sur les services écosystémiques. On va pas vous les représenter, vous en avez entendu parler juste avant, mais donc on parle bien des bénéfices tirés des fonctions de la nature par les humains. Et donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, en synthèse, donc quand on a des milieux alluviaux fonctionnels, parce que ils le sont, parce qu'on les a restaurés, on retrouve certaines fonctions, donc un maintien de la biodiversité, la fonction d'épuration de l'eau, on en parlait juste avant, une régulation thermique, David en parlait juste avant également, une fonction de zone tampon, donc vis-à-vis des inondations, et une fonction paysagère. Alors on s'est un peu creusé la tête sur comment l'appeler, mais voilà, de cadre de vie, de paysage. Quels effets ça va avoir d'un point de vue direct? Donc si on maintient la biodiversité, il y a plein d'effets évidemment, ça connecte aussi avec les autres, mais entre autres, on a la dilution du risque de prolifération de vecteurs. On sait que plus une biodiversité est riche, moins on a de risques que des pathogènes se transmettent entre les espèces et à terme puissent potentiellement arriver jusqu'à l'homme, entre autres. Et également, de manière plus générale sur la restauration de milieux alluviaux, si on remet du mouvement et qu'on évite les eaux stagnantes, on a aussi moins de larves de moustiques et donc de moustiques qui sont aussi vecteurs de pathogènes. Et donc, comme bénéfice indirect, en lien avec la santé humaine, eh ben, on va avoir une réduction de la prévalence des maladies vectorielles. Donc ça, c'est un premier bon point pour nous, humains, qui peuvent être affectés. Quand on parle d'épuration de l'eau, donc l'effet direct, ça va être la filtration naturelle des polluants qu'on peut retrouver dans les eaux. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Et du coup, comme bénéfice indirect, on améliore la qualité de l'eau potable avec les effets bénéfiques qu'on peut connaître aussi pour l'humain qui va consommer une eau de meilleure qualité et potentiellement moins polluée. Si on parle de régulation thermique, donc David en parlait juste avant sur le potentiel géoclimatique des réserves, l'effet direct, ça va être d'atténuer potentiellement les effets des canicules et le stress thermique. Le bénéfice indirect, ça va être, dans un monde idéal, la baisse de la mortalité liée aux vagues de chaleur et l'atténuation des conséquences sur la santé humaine de ces vagues de chaleur puisqu'on atténue les effets des canicules. Donc ça encore, c'est super, on est ravis. Quand on parle de zone tampon, donc ça va engendrer une protection contre les inondations et prévenir les risques sanitaires qui peuvent être liés à ces inondations. Alors, on en discutait hier, la question des inondations est un peu plus complexe que ça et on peut l'aborder d'un point de vue positif ou négatif. C'est vrai que dans l'idée collective, c'est plutôt, on cherche plutôt à les prévenir d'un point de vue plutôt écologique. Il semblerait que ça puisse aussi avoir des effets positifs. Je ne sais pas si tu as envie d'en dire plus là-dessus. Ouais, en tout cas, d'un point de vue sanitaire, on prévient quand même des risques associés aux inondations. Et finalement, sur cet aspect paysage, cadre de vie, eh ben, un milieu qui semble en bonne santé, fonctionnel, ça donne aussi envie d'aller s'y promener, d'aller le regarder, d'aller y passer du temps. Et là, on peut avoir un impact positif sur la santé mentale, sur le bien-être. On sait que passer du temps dans la nature, en extérieur, pratiquer une activité physique, c'est bon pour la santé physique, mais aussi mentale. Et le fait d'avoir des espaces de nature fonctionnels, ça peut aussi avoir un impact indirect sur la santé mentale. Donc le message général, en fait, c'est que des milieux alluviaux fonctionnels, c'est une mesure de prévention en santé publique. Et là, on reboucle avec notre approche Une seule santé et le lien avec tous ces sujets-là et pourquoi on essaye de plus en plus de travailler ensemble sur ces questions. Oui, j'avais une question, enfin 2 questions, sur l'épuration de l'eau. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est que, en réalité, cette filtration, elle fait qu'accumuler des polluants, puisque vous disiez que c'était des polluants qui étaient, pour les métaux lourds, par exemple, qui étaient, éternels, enfin, il y en a qui sont éternels et donc ça, c'est une première question et là, donc en fait, on sature la réserve de polluants, enfin, si j'ai bien compris. Et la deuxième question, c'était une question sur laquelle on avait déjà échangé effectivement avec Charlotte Charrois. C'est cette question cadre de vie agréable ou paysagère. Alors paysagère, oui, cadre de vie agréable, vous aviez l'air de dire que votre but n'est pas de faire de ces réserves un espace de promenade ou débat la population, puisqu'il y a cette notion de les conserver, de les préserver dans leur état naturel, quoi. Donc la présence de l'homme, elle est pas forcément souhaitée non plus. Donc voilà, c'est ces 2 questions. Sur la question des qualités, j'ai pas vraiment plus d'éléments parce que c'est pas non plus mon domaine spécifique. Mais effectivement, je sais que les métaux lourds
continue à s'accumuler et transite. Alors je pense que ça permet d'améliorer la capacité d'auto-épuration de certains polluants, mais pas tous, c'est sûr. Et ceux-là, je crois qu'aucune zone humide arrivera bien à les digérer. Et donc, ça veut dire que on s'assure en général que la nappe phréatique, quand on va pomper l'eau du robinet, elle soit dans des endroits où il n'y a pas de connexion avec les eaux de surface. Et ce qui est intéressant justement à dire, c'est que là, pour l'instant, la nappe phréatique, il n'y a pas besoin de la potabiliser, contrairement à d'autres régions de France. Donc, on pompe une eau qui est déjà potable, parce que justement, elle n'est pas en contact, et que la seule chose sur laquelle on va s'assurer de sa qualité et de sa potabilité, c'est en mettant des ajouts de chlore pour que lorsqu'elle passe dans les tuyaux, de la pompe jusqu'au consommateur, il y ait toujours les seuils de potabilité qui soient toujours respectés. En tout cas sur le territoire de l'EMS, parce que ça change aussi en fonction de là où on est en Alsace, vu que la nappe phréatique avance. Et l'autre point par rapport à votre question, j'ai aussi un élément de réponse, c'est que la phytoépuration, le service écosystémique, il est quand même dans cette idée qu'il y a un grand cycle de l'eau, donc on a une eau quand même qui va qui va se retrouver à un moment dans une source qui va se remettre dans le grand cycle de la nappe phréatique, mais que l'eau de la nappe phréatique, c'est quand même quelque chose qui circule beaucoup plus lentement que les eaux de surface. Donc on a deux notions de temporalité qui sont quand même différentes entre les eaux de surface et les eaux souterraines, parce que ça avance beaucoup plus lentement. Je suis assez d'accord avec toi, même si je me dis quand même qu'aujourd'hui, on est déjà dans une réaction à ce phénomène de pollution. Et du coup, on va chercher de l'eau de plus en plus profondément. Et du coup, l'idéal, ce serait quand même qu'on ait de l'eau propre sur l'ensemble des nappes, que ce soit une nappe de surface ou une nappe profonde. Et ce qu'on dit moins là, mais ce qui est une réalité quand même, c'est que l'effort d'auto-épuration de qualité de l'eau, par exemple, sur Strasbourg, va pas bénéficier directement à Strasbourg, mais devrait bénéficier à celui qui vient un peu plus en aval. Sur ta deuxième question, Olivier, qui était en lien avec le cadre de vie, euh, euh, je te laisse. Non, mais merci pour la question, et parce que c'est un sujet qui est central et qui infusera peut-être aussi dans les travaux des étudiants. Donc, merci de soulever ce point-là. Effectivement, Charlotte serait mieux placée que moi pour en parler sur la partie réserve. L'idée, c'est pas d'inciter les gens à aller partout dans la réserve et à penser que c'est chez eux. Il y a eu, et là peut-être que tu auras plus d'éléments que moi, mais une modification du plan de circulation dans la réserve avec pour vocation de bloquer certaines zones à l'accès des habitants, des humains, des visiteurs, pour vraiment garder des zones préservées, et qui incite du coup les usagers à aller sur certaines voies dédiées qui permettent quand même de profiter de ces espaces de nature dans une logique encadrée et dans le respect aussi des espaces. Quand on parle d'une seule santé, vraiment l'idée c'est d'essayer de trouver un équilibre. On voit que pour les humains, il y a un vrai bénéfice à passer du temps dans la nature, à se reconnecter à la nature. Il y a aussi dans ces sujets-là une idée, et on l'a beaucoup vu, on a travaillé avec des villes finlandaises où ils ont un rapport totalement différent à la nature. Pour eux, ils partent du principe que passer du temps dans la nature, c'est s'y connecter et c'est la respecter davantage à terme. Donc il y a aussi cette idée-là derrière. Et vraiment, c'est cette notion d'équilibre entre pouvoir passer du temps dans la nature, se connecter à la nature, mais avec certains espaces qui sont qui ne seront pas accessibles à l'homme pour les espèces, et pas avec l'homme au milieu, qui est aussi toute la réflexion qu'on essaie de mener. Tu avais des compléments, Mathieu, là-dessus? Je peux apporter aussi un élément de réflexion et un apport. Alors, je fais partie d'une structure d'éducation environnement qui s'appelle le CIN de Bussière, donc Centre d'initiation à la nature et environnement, qui est un réseau d'associations qui couvre tout le territoire de l'Eurométropole de l'Alsace. Et moi, je suis la structure référente sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Et l'idée, c'est de justement partir du lien que l'humain de manière générale a besoin d'être connecté à son environnement, et que là, avec l'actualité et les besoins que la nature a, il faut changer nos pratiques et nos modes de vie pour se reconnecter à notre environnement proche. Et les structures d'éducation environnement partent de ce principe qu'il faut changer nos pratiques, mais qu'il faut continuer d'aller dehors, et que des structures comme les nôtres portent un message où l'idée, c'est de pouvoir aller vers ces structures, vers
l'environnement proche, donc des endroits comme le parc naturel urbain, donc là vous en avez 2 pour l'instant, il va y en avoir un troisième qui va émerger, d'aller vers des parcs urbains, d'aller vers des petites zones de végétales qui sont en pied d'immeuble et de pouvoir se dire que la nature, c'est pas forcément les Vosges ou alors les réserves naturelles, mais c'est de se dire que les plus petits espaces de biodiversité qu'ils peuvent avoir sont déjà des moyens de pouvoir rentrer en connexion et que même la faune urbaine a un intérêt et a des apports à mieux la connaître, à mieux s'y intéresser pour pouvoir connaître son environnement proche et aussi en bénéficier parce qu'il y a une meilleure qualité de l'air, il y a des activités qu'on peut y faire, c'est bon pour nos enfants et que cette éducation à mieux connaître sa nature, elle commence dès la petite enfance et que on change aussi nos habitudes en tant qu'urbains pour avoir justement tous ces bénéfices que l'on peut présenter sans aller forcément en mettre de l'attention sur nos réserves naturelles ou la montagne. Et du coup, je veux bien faire un lien avec le projet qui nous rassemble et qui va nous rassembler en réserve là, la semaine prochaine. C'est bien tout l'enjeu, ce que vient de décrire Mathieu, là, c'est tout l'enjeu, toute la subtilité d'arriver à construire des éléments artistiques qui, à la fois, font comprendre cette approche très systémique, la position de l'homme dans son environnement, l'attirent, mais pas trop. Et du coup, c'est cet équilibre subtil à trouver. Donc ça, c'est un peu notre schéma de conclusion qui résume un peu le message qu'on veut vous faire passer. Donc, l'humain, a un impact sur les milieux. On l'a vu tout au long de la présentation qu'on a faite avec les petits flashs du début et surtout les présentations de David, que ce soit en termes d'activité, en termes de consommation, en termes de déchets. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui montrent que l'humain va avoir un impact sur les milieux et toutes les composantes qui constituent un milieu et qui le caractérisent. Et on a également vu que le milieu va avoir un impact sur la santé humaine, sur les différentes constantes qui font qu'un être humain est en bonne santé. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de réussir à comprendre ces interactions, à comprendre l'impact d'un côté et de l'autre, et de voir comment les milieux influencent la santé et comment l'activité humaine influence les milieux. Et c'est pour ça qu'on parlait d'état de santé au pluriel quand on vous a proposé cette présentation. Et du coup, pour finir, et je te laisserai compléter sur le schéma, pour nous, ce qui serait intéressant, et je pense qui est l'idée derrière le projet qui est proposé, en complément de ce que tu viens de dire, c'est vraiment d'essayer d'agir sur cette flèche là-haut, sur quel comportement on adopte, comment on prend conscience de l'impact qu'on a sur la nature, sur les milieux, en ayant aussi derrière en tête, si ça peut constituer un argument, que ça va aussi nous impacter indirectement derrière, donc c'est pas sans conséquence. Et de trouver les moyens, d'utiliser aussi la création, l'art, pour trouver les moyens de faire comprendre ces interactions, de faire passer des messages et de plaider pour une meilleure cohabitation d'une part, mais surtout des comportements et des modes de vie humains plus en phase avec la protection de la nature, la préservation des ressources et tout ce qui va derrière. T'as des compléments? Non? Bon, voilà. C'était tout pour nous. On finit avec une très jolie vidéo.